Club de la presse européen pour commenter, décrypter l'actu politique. Avec nous ce matin, Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. Géraldine Bosner, journaliste au Point. Bonjour Géraldine. Dimitri. Bouquet final d'une semaine ayant pour thème l'attractivité et la réindustrialisation. C'est le sommet Choose France qui s'ouvre ce lundi à l'Elysée, château de Versailles, 6e édition. 200 patrons étrangers face au président de la République, 13 milliards d'euros investis. Et le plus beau, le plus important, c'était vendredi Dunkerque, un prologium, 5 milliards d'euros pour fabriquer des batteries solides et des milliers d'emplois à la clé. Ça y est, Géraldine Bosner, la réindustrialisation de la France nous commence grâce aux capitaux étrangers. Écoutez, on va quand même pas moquer les bonnes nouvelles. Il faut dire qu'on part de très très loin. La part de l'industrie dans le PIB de la France, elle est tombée à 12%. C'est 2 fois moins qu'en Allemagne, beaucoup moins qu'en Italie. Donc ça explique en grande partie l'appauvrissement des classes moyennes, l'explosion du déficit commercial. Donc oui, toute annonce d'investissement est bonne à prendre. C'est d'autant plus tentant pour Emmanuel Macron de focaliser là-dessus et de thésauriser qu'il s'est personnellement investi, il faut le reconnaître de façon très, très ferme, dès 2017. Et puis l'Élysée ne s'est pas privé pour le faire savoir à toute la presse la semaine dernière. On a reçu des coups de fil pour nous expliquer que oui, c'est lui qui a voulu rencontrer en personne le patron de Prologium au précédent sommet, déjà l'an dernier. Mais j'en suis témoin, c'est vrai qu'il y a une vraie offensive de l'Élysée dans les rédactions pour dire de Bercy également, parler de nos succès, Donc c'est de bonne guerre, on va dire. Maintenant, il va falloir transformer l'essai parce qu'elles viennent pour 2 raisons principalement, ces entreprises de l'étranger. Elles viennent parce que la France a une électricité décarbonée grâce au nucléaire et relativement bon marché, et elles viennent parce que on leur fait des facilités financières. 1 milliard à 1,5 milliard sur le total, les 5 milliards d'investissements de Prologium viendront de fonds publics. Ah oui. Est-ce qu'on pourra les financer ? C'est une question qui reste à régler dans les prochains budgets. On paye pour recevoir et le gouvernement, c'est important ce que vous dites Géraldine, le gouvernement ne divulgue pas les montants des soutiens publics qui accompagnent cette moisson d'annonces. Vous dites simplement que pour Prologium, 5 milliards d'euros, il y a 1,5 milliard. Je vous le dis parce que le patron de Prologium a accordé une grande interview à Olivier Hubertalli du Point, qu'il publie ce matin sur notre site internet. Et oui, c'est lui-même qui nous dit que alors c'est pas fixé, mais ça sera entre 1 milliard et 1,5 milliard. Ouais. Donc il faut payer pour voir, ça c'est intéressant. Vous avez reçu des appels de l'Elysée, de Bercy, Charlotte Dornelas à Valeurs Actuelles, pour dire c'est bien parler des succès industriels d'Emmanuel Macron? Oui, alors à Valeurs Actuelles sûrement, mais ils m'ont pas appelé moi. Et je les comprends assez bien. Il faut dire que l'industrie n'est pas forcément votre point fort. C'est pas mon domaine de compétences premier, ça c'est sûr et certain. Mais qu'est-ce que vous retenez, vous, en tout cas politiquement, moi, je narration retiens, moi je suis d'accord sur initialement l'idée des investissements et puis même l'engagement d'Emmanuel Macron. Pour le coup, j'ai aucun problème avec ça, mais en revanche, j'ai entendu la critique de Loïc Le Floch-Prigent, qui s'y connaît mieux que moi en l'occurrence, et ça m'a fait penser à tout le reste. Donc patron d'Elf, il était l'invité du grand rendez-vous sur Europe 1 et CNews hier matin. Je lui ai fait confiance, on va dire, sur la partie critique, c'est-à-dire le cap de la réindustrialisation, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être fait après et comment politiquement c'est accompagné. Et il a cette phrase: d'abord, il faut essayer de ne pas empêcher aujourd'hui les gens qui veulent faire des choses sont empêchés par les administrations, les militants des directions régionales de l'environnement, par les textes, les normes, par le fait qu'ils ont des contrôles dans tous les sens. Et quand je dis que j'ai pensé à tout le reste, c'est, vous savez, la question des magistrats, des policiers, des professeurs qui vous disent tous, vous pouvez en mettre tant que vous voulez, tant que vous changez pas la manière dont on est empêché de faire notre travail au jour le jour, on n'y arrivera pas. Donc j'ai fait ce lien dans ma tête en me disant, il y a aussi une question politique qui se pose derrière la question à la fois des investissements. Comment on déblaye les obstacles? C'est ça, comment on déblaye les obstacles à la réalisation des projets. C'est ça, pour que, en effet, l'essai soit transformé, comme disait Géraldine. Oui, alors pour être tout à fait honnête, Loïc Le Floch-Prigent a une critique intéressante, mais elle n'est pas très constructive. C'est que on voit pas lui-même, quand on empile les normes, c'est le problème, c'est très difficile de les détricoter. Oui. Et vous avez vu ce qu'a dit Emmanuel Macron vendredi à Dunkerque. Exactement, Emmanuel Macron demande une pause réglementaire européenne. D'ailleurs, le propos lui a été reproché de façon un peu malhonnête. C'était pas de très bonne foi, parce que quand on remet le propos dans son contexte global, Emmanuel Macron, ce qu'il dit, c'est on a beaucoup légiféré et créé de normes environnementales, et c'est très bien. Donnons-nous quelques années pour les appliquer. Oui.
avant d'en créer une nouvelle. Avant d'ajouter un étage à la fusée, ouais. C'est assez raisonnable comme propos en réalité. Oui. Alors, longue interview du président de la République aussi ce matin dans les colonnes du journal L'Opinion, dans laquelle le président regrette de ne pas avoir su expliquer suffisamment la nécessité de la réforme des retraites. Bon, au chapitre des regrets et des excuses présidentielles, ça s'arrête là, parce que pour le reste, il attaque bille en tête ses opposants, à commencer par les syndicats. Déni de réalité, leur assène-t-il, irresponsabilité, et il répète à plusieurs reprises dans cet entretien, il faut avancer. Ça y est, on a retrouvé le Emmanuel Macron de 2017, après ce burn-out qu'on lui suppose de l'année dernière. On ne l'avait pas perdu. C'est pas parce qu'il était un peu plus silencieux dans cette séquence-là qu'il avait changé d'idée. Je ne sais pas si c'est très habile à la veille du jour où Elisabeth Borne reçoit justement demain et après-demain les syndicats pour dessiner l'après. En même temps, Emmanuel Macron reste droit dans ses bottes. C'est aussi, peut-être qu'il essaye de débiner par avance le terrain avant l'arrivée à l'Assemblée nationale de la proposition de loi du groupe Lyotte qui vise à détricoter, justement, à abroger cette réforme des retraites. Il est toujours au combat sur ce sujet. Il ne renoncera pas. Je pense que le message est assez clair. Tiens, Charlotte Dornelas, j'étaye un peu. 3 choses que dit Emmanuel Macron. Il dit, alors il faut avancer. Ça, il le répète plusieurs fois. C'est même le titre de l'interview. Il se dit favorable à une vraie décentralisation avec transfert de compétences. Tiens, Laurent Wauquiez, dans les colonnes du Point, disait exactement la même chose jeudi dernier, je le note. Et il annonce aussi, Emmanuel Macron, vouloir co-construire le projet de loi immigration avec les Républicains. Alors, d'un côté, il cogne, il sort le marteau, il tape sur la tête de ses opposants, mais de l'autre côté, il y a des petits signes d'ouverture, des projets nouveaux. Comment lisez-vous cela, Charlotte Dornelas ? Oui, alors, les projets nouveaux, si c'est la décentralisation et la co-construction, c'est pas très nouveau non plus dans la bouche de quelqu'un qui est aux commandes. C'est-à-dire que c'est des mots quand même qu'on entend depuis des années. Comment est-ce qu'il va le faire ? J'en sais rien. Sur la question de l'immigration, on a entendu absolument tout et le contraire de tout, donc on va arrêter. Enfin, moi, en tout cas, je vais arrêter de commenter la phrase qui va être contredite probablement dans 2 heures par quelqu'un d'autre dans le gouvernement, si possible le Premier ministre. Donc, en l'occurrence, la chose tangible, c'est qu'en effet, il sort la veille de la rencontre entre son Premier ministre et les syndicats cette phrase. Moi, je veux bien entendre tout. Il peut continuer à expliquer sa réforme, continuer à dire qu'elle était nécessaire, continuer. Il peut se défendre, il n'y a pas de problème. Mais renvoyer toute l'opposition à l'irresponsabilité, c'est agaçant en fait. Et Emmanuel Macron le fait depuis très longtemps. C'est-à-dire que il a toujours considéré qu'il était au-dessus des débats et au-dessus des oppositions politiques et que lui était simplement efficace et qu'il allait redresser le pays. Il fallait vraiment être un idiot fini pour ne pas être d'accord avec lui. Bon, au bout de 6 ans, il aurait pu comprendre quand même qu'il y avait aussi des gens intelligents qui étaient en désaccord avec lui là-dessus comme sur d'autres choses et que les renvoyer à l'irresponsabilité, c'était quand même un peu abusif, on va dire. Vous partagez, c'était un peu brutal ou... Moi, en fait, je suis un petit peu fatiguée de ces débats où on a l'air de découvrir tous les jours ce qu'est Emmanuel Macron. Il a une conception verticale du pouvoir. Il l'avait avant d'être élu en 2017, il l'a toujours eu, il est constant. Qu'on arrête d'attendre du président qu'il change, il ne changera pas. Mais la situation politique a changé pour lui, Géraldine Bosner. La situation politique a changé, certes, mais dans le cadre des institutions, les institutions lui permettent de conserver cette conception. Donc il ne changera pas. Je pense qu'on pourrait détournons le regard plutôt que de commenter toujours quelque chose et de se lamenter. Voilà, il est président, il a cette conception du pouvoir, il y a encore 4 ans à faire. Comment composer avec ce président ? Je parle pour les syndicats. Et j'ai le sentiment, moi, qu'on s'achemine quand même vers ça. Il y a tout un tas de sujets qui vont être sur la table dans les 2 jours qui viennent. C'est pas la petite phrase du président, franchement, qui empêchera les discussions de se faire. C'est pas une question de petite phrase, c'est même pas une question de verticalité. La verticalité dans la Ve République a été créée par Charles de Gaulle, qui, dans un esprit assez contre-révolutionnaire, s'est appuyé pour assurer la verticalité sur des corps intermédiaires. Emmanuel Macron, c'est le moi-je, c'est pas la verticalité. Il n'y a que lui qui a raison, il n'y a que lui qui compte, et il en a profité pour détruire les corps intermédiaires. Mais au Parlement, de reprendre tout le poids qu'il peut prendre, s'il le souhaite. Et tiens, on aurait pu parler d'Elisabeth Borne. 1 an à Matignon aujourd'hui. Et ce sondage dans le Figaro, Bagbono Doxa, 62% des personnes interrogées souhaitent son départ. On en parlera tout à l'heure à midi avec Romain Desarmes. Merci à toutes les deux.